Salut. Il est 1h du matin, au beau milieu de la nuit du 13 avril 2013, lorsque Terry Hughes est réveillé en sursaut par un bruit qu'il attendait d'entendre avec impatience depuis déjà un moment. Il le sait, ce signal signifie que quelqu'un ou quelque chose a enfin déclenché les détecteurs de mouvement qu'il avait installés au camp de Pine Tree, dans le sud-est de l'état américain du Maine. L'ancien marine oublie alors très vite la fatigue provoquée par ce réveil brutal, car c'est une excellente nouvelle pour lui. Il se dit qu'aujourd'hui, il pourrait enfin capturer l'étrange voleur insaisissable qui sévit dans le coin depuis des années. Pas le temps de réfléchir, Terry saute de son lit, récupère son téléphone, ses menottes, sa lampe torche, son arme de poing et se met en direction de Pine Tree. Il n'a même pas le temps de récupérer son ceinturon, il n'a pas une seconde à perdre et prend tout à la main. Après quelques minutes, sur une route déserte éclairée par la lune, le voici tout près du camp. Un endroit normalement dédié à l'accueil estival des personnes en situation de handicap de la région. Il éteint les phares de son pick-up et s'arrête un petit peu avant l'entrée pour éviter d'être repéré. L'ambiance est pesante, presque digne d'un film d'horreur. Terry sait qu'il n'est pas seul à circuler au milieu des bungalows, mais tout ce qu'il ne peut entendre n'est que le bruit du vent qui fait trembler la cime des pins. Il est en partie stressé, bien qu'il ait imaginé cette scène des dizaines de fois dans son esprit, il n'a aucune idée de ce sur quoi il pourrait réellement tomber. Et surtout, il doit rester discret lui aussi, une occasion comme celle-ci ne se représentera peut-être plus jamais. Depuis des années maintenant, quelqu'un, quelque chose, pille sans vergogne les logements des habitants de la région, du moins leur résidence secondaire. De la nourriture, des vêtements, des bonbonnes de gaz se font vider et même une télévision disparaissent. En 2004, quand lors d'une réunion annuelle, une association de voisins réunit ses membres et leur demande combien ont subi des cambriolages ces dernières années, ils sont 80 à avoir levé la main. 80! Un homme a même affirmé avoir été volé 20 fois en 14 ans. Certains ont bien essayé de contrer le mauvais sort en laissant des paniers devant leurs chalets et autres bungalows avec des vivres dedans, demandant aux rôdeurs d'épargner leurs serrures, mais rien n'y fait. Chaque saison, c'est la même chose. Une effrayante routine de laquelle finit par naître une paranoïa régionale. De plus en plus de personnes craignent qu'il ne soit dangereux. Et si, jusqu'ici, personne n'a été suffisamment malchanceux pour croiser la route de cet intrus, que pourrait-il arriver si un jour quelqu'un se retrouvait nez à nez avec ? Alors, Terry avance prudemment, arme fermement tenue entre ses mains. Direction d'où est parti le signal de détecteur de mouvement qui l'a tiré du lit, la cuisine du camp. Il aperçoit pour la première fois celui qu'ici tout le monde surnomme l'ermite de North Pond, sans jamais l'avoir aperçu. Terry Hughes pense pouvoir mettre fin à ses pillages. Il est si près de son but. Il aperçoit même son visage éclairé par la lumière de la chambre froide, chambre dans laquelle il se sert comme s'il était au supermarché. Le garde-chasse n'en revient pas alors qu'il s'attendait à tomber sur une sorte d'ours humain sale, hirsute et voûté après avoir passé tant d'années à rôder dans les bois du Maine. Il n'en est rien. Celui qu'il distingue porte un jean neuf, un blouson Columbia et un sweat à capuche en bon état. Il est rasé de près et ses cheveux sont coupés ras. Attends, quelque chose cloche. Alors, est-ce qu'il serait possible que cet homme ne soit pas celui qu'il traque depuis des années après tout ? L'homme est grand et fort. Et comme il a l'air en forme, l'arrêté risque de s'avérer plus propice à déraper qu'il ne se refusait à l'envisager depuis le début. Mais il n'a pas le choix, c'est aujourd'hui qu'il doit arrêter ce type avant que quelque chose de grave n'arrive. Alors il attend patiemment que l'homme termine de remplir son sac de victuailles, et lorsqu'il s'apprête enfin à quitter les lieux du délit, le garde-chasse se dépêche à rejoindre la porte que le voleur a forcé pour rentrer. Il se cache, entend sa proie se diriger à pas discrets vers la sortie. C'est le moment. L'homme n'a pas mis un seul pied dehors qu'immédiatement Terry braque son canon sur lui, sa lampe l'éblouissant au passage. Il a, sans le savoir, pour la première fois depuis plus de 27 ans, en joue un véritable fantôme. Christopher Thomas Knight, ou le dernier ermite vivant. Celui dont je vais vous parler a réussi à disparaître de tous les radars. C'est extrême, mais sans aller jusque-là, croyez-moi qu'on y gagnerait un peu tous à davantage maîtriser et retirer certaines de nos informations du web. Et c'est justement ce que permet de faire le sponsor de cette vidéo, Incogni. Vos données, glanées ça et là sur le web, sont échangées et revendues par tout un tas de courtiers spécialisés dans le domaine sans que vous n'ayez réellement la main dessus. Vos noms, prénoms, pseudos, date de naissance, numéro de pièce d'identité, adresse réelle ou mail, localisation, croyances religieuses, orientation sexuelle,
renseignements médicaux, activités en ligne et j'en passe. Résultat, de la publicité ciblée dans le meilleur des cas, des offres désavantageuses, du spam, voire de l'usurpation d'identité dans le pire. Et c'est là qu'intervient Incogni. Eux vont se charger de faire fonctionner la loi pour vous en contactant un à un chacun de ces courtiers pour leur imposer la suppression de vos données de leur base. Et si vous prenez un plan annuel, ça se fera en continu, en temps réel, même si de nouvelles bases de données avec vos informations apparaissent. C'est quelque chose qui autrement vous prendrait un temps monstrueux à faire par vous-même. Perso, j'ai un compte chez eux depuis 2023 et ils ont sorti mes infos de plus de 185 bases de données, ce qu'ils estiment sur leur site à plus de 138 heures de galère évitée. Pour chaque compte, vous pouvez traquer jusqu'à 3 mails et 3 adresses physiques. Enfin, leur service est disponible sans engagement pendant 30 jours, qui est quand même un bon moyen de vous faire votre propre avis. Oh, et j'ai un code promo SimonPuech qui vous permettra d'obtenir moins 60% sur l'abonnement annuel et vous pouvez passer par le lien qui est en description. Et encore, évidemment, merci beaucoup à Incogni de m'accompagner sur cette vidéo. Pour que vous compreniez ce qui arrive ensuite, il faut que je vous raconte qui est Christopher. Christopher naît au cœur de l'hiver, le 7 décembre 1965. Il vient d'une famille assez à l'ancienne, vivant dans leur coin, de la manière la plus autonome possible, sans trop déranger les autres. Ils avaient quelques amis, mais rien d'extravagant. Il vient au monde aussi au milieu d'une fratrie de 7 enfants. Il a 5 frères et une sœur. Des gamins qui seront vite mis à contribution dès leur plus jeune âge pour couper du bois, alimenter l'unique poêle de la maison, faire de la cueillette et même apprendre à réparer tout ce qui pouvait se casser. Ils occupent un corps de ferme d'un village d'à peine 2000 âmes du Maine, un état majoritairement rural du nord-est des États-Unis. C'est plus proche du Canada que de Miami, quoi. Alors il valait mieux être débrouillard. Mais tant mieux, parce qu'au final, c'est ce qui comptait vraiment le plus pour ses parents, qu'ils soient ingénieux et qu'ils sachent faire quelque chose de ses 10 doigts. D'ailleurs, comme les chiens ne font pas des chats, un trait qui apparaîtra assez vite marqué chez Christopher serait un goût prononcé pour la solitude. Et bien qu'il soit plutôt bon élève, l'école pour lui s'arrêtera au cours. Pas question pour lui d'intégrer les traditionnels bals de fin d'année, ni même aucun club ou aucune équipe de sport. Non, par contre, il s'inscrira au cours sécurité du chasseur et vie en pleine nature. Prémonitoire le truc. Après, je veux pas non plus que vous vous imaginiez avec le descriptif que je vous en fais, un Christopher asocial notoire. Pas du tout, il a quand même quelques amis durant son adolescence. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement aux autres jeunes de son âge, il est quand même du genre plutôt renfermé. C'est quelqu'un de timide et discret qui déteste pas le contact des autres, mais disons qu'il a pas de problème avec le fait d'être seul quelque temps. Une fois ses études terminées et son diplôme en poche, il trouve rapidement un boulot d'installateur de système d'alarme. Vous voyez le dessin presque évident qui se trace tout seul. Une profession qui, quand vous connaissez la suite, paraît maintenant bien utile. Il occupe une petite chambre d'une petite ville du coin, s'achète une belle Subaru Brat blanche modèle 1985 et finalement, dans les années 80, à 20 ans, il semble que Christopher mène une vie qui ressemble à la majorité des personnes de son âge. Là où tout va commencer à prendre une tournure bien différente dans la vie de Christopher, c'est en 1986. Cette année-là, le jeune homme décide d'improviser une sorte de road trip à bord de sa Subaru, sans vraiment n'avoir d'objectif précis en tête pour sa destination. Il veut juste rouler plusieurs jours sans se retourner, à ne suivre réellement aucun panneau. Je sais pas, il est pris d'une envie de liberté. La radio tourne à fond dans la voiture qui file sur l'Interstate et une actualité le marque, et ça aura son importance. Le 26 avril 1986, un réacteur nucléaire explose à Tchernobyl. De l'autre côté de l'Atlantique, dans une république de l'URSS, l'Ukraine, le réacteur numéro 4 d'une centrale nucléaire a explosé. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. Tchernobyl répand son nuage radioactif au-dessus de l'Europe. Mais qu'importe, pour lui ça change rien. À rouler sans s'arrêter, il finit par atteindre la Floride. Or, il ne peut pas, aux US en tout cas, aller beaucoup plus au sud. Alors, l'histoire ne dit pas à quel point ce petit voyage introspectif a eu une importance déterminante pour ce qui va suivre. Mais toujours est-il qu'une fois dans l'état des Everglades, son naturel assez solitaire, son éducation débrouillarde et son métier qui ne le fait pas plus vibrer que ça, le conduiront à prendre une décision sans retour. Un choix de vie pris ce jour-là qui le mèneront à devenir la source de nombreuses peurs et inquiétudes de toute une région. I never felt like I could stay here without my husband because I knew that this person was lurking around at night. I felt unsafe. Parce que Christopher ne reviendra jamais à une vie normale après ce road trip. Il décidera de remonter jusqu'à son état natal du Maine et de s'y évaporer. Du moins, c'est ce qu'il s'imagine. Il repassera une dernière fois devant la maison de ses parents sans s'y arrêter, comme pour leur dire au revoir avant de se diriger vers le lac Moosehead, un endroit reculé, mais pas si éloigné de l'endroit où il a grandi pour autant. Juste suffisamment éloigné des sentiers battus pour être hors des radars.
Il roule sur une petite route de forêt jusqu'à épuiser le réservoir de sa voiture. Prend avec lui la tente qu'il avait dans son coffre en toutes circonstances, son sac à dos à peine chargé et abandonne sa Subaru en plein milieu des bois sans prévenir personne. Un détail parle de lui-même. Ce jour-là, il laissera les clés du véhicule sur le siège conducteur. Regretter, revenir sur ses pas et reprendre sa voiture n'était pas une option. Encore aujourd'hui, personne ne sait ce qu'est devenu cette Subaru laissée là. Toujours est-il que si quelqu'un est tombé dessus, Christopher a fait un heureux. En tout cas, elle ne sera jamais déclarée volée. He went in shortly after Chernobyl happened. He remembered that detail. So maybe, he had a feeling of, oh, the world is in deep trouble, I better drop out. Il y en a peut-être qui vont se dire, mais attends, le gars il décide de disparaître du jour au lendemain comme ça. Est-ce que peut-être il fuyait quelque chose? On va y revenir sur ses raisons, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut arriver. Si vous avez regardé la récente vidéo sortie ici sur ces personnes qui disparaissent du jour au lendemain sans laisser de traces, vous le savez déjà. Et d'ailleurs, puisque je vous parle des vidéos récemment sorties, début juillet j'ai publié un reportage sur la dernière compétition de joute extrême au Canada. C'est une de mes vidéos, je pense, dont je suis le plus fier. C'est méga impressionnant et intéressant, donc si vous l'avez manqué, je pose ça là pour après celle-ci. Bref, la première nuit seule de Christopher, il la passera dans un endroit un peu trouvé au hasard. À même le sol de sa tente, il s'installera un petit campement de fortune. Il restera environ une semaine avant de ne bouger de nouveau pour trouver une meilleure cachette. Et puis, bien vite, un problème va lui rappeler que la nature peut être sans pitié. Un problème qui a déjà eu raison d'autres aventuriers solitaires comme lui. Je pense notamment au célèbre Christopher McCandless en Alaska, raconté dans Into the Wild. La faim. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il sait pêcher et chasser. La mauvaise, c'est qu'avec son départ improvisé, il n'a rien pris avec lui pour le faire. Mais hors de question de se laisser mourir aussi vite. Par chance, son premier salut viendra d'une perdrix morte retrouvée sur le bord de la route. Il n'a pas de quoi la cuire, alors tant pis, il la mangera crue s'il le faut. Et c'est de ce constat que s'il ne voulait pas mourir de faim ou d'intoxication, que viendra un réflexe qui le suivra pour des années. He took all our cereals, he took all our bread, any meat we had in the deep He freezer. stole some beer and he stole some hot stuff. Voler. Voler pour survivre loin des autres. À force d'errer plusieurs jours au milieu des bois, Christopher avait fini par tomber sur des habitations et des jardins. Son éducation l'a bien un peu fait douter, mais il n'a pas le choix. Dorénavant, ça serait le prix à payer pour maintenir sa nouvelle vie. Et puis, dans ses premières semaines de solitude, il va aussi tenter de dormir dans un bungalow inoccupé. Mais comme il est stressé par le fait que quelqu'un puisse tomber sur lui, il dormira super mal et finira même par en conclure que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il prendra alors une deuxième décision importante, il dormira maintenant toujours dehors. Il changera ainsi plusieurs fois de repère avant de ne s'établir définitivement dans ce qui sera son campement final pour des décennies. Un endroit qui serait ironiquement à moins de 50 km de chez ses parents. Il pose sa tente au beau milieu de la forêt, dans un endroit sans trop de cailloux au sol, en partie dissimulé par des sapins et des rochers. S'il est enfoncé dans les bois, il reste à une distance quand même raisonnable de plusieurs lieux d'habitation qui lui permettront de se ravitailler pour survivre. Avec le temps, il va perfectionner sa maison. Et si vous vous en doutez, c'est pas le Ritz. Pour un campement sauvage, c'est pas si mal pensé. Il se fait un petit coin toilette avec des bûches. Pour le PQ, il irait le voler lorsque c'est nécessaire. Quant à l'eau, un simple seau qui se remplit via un entonnoir de bâche qui récolte l'eau de pluie suffirait. Et quand l'eau semble impropre à ses besoins, pour boire notamment, il la filtre avec des filtres à café. Voler, bien sûr, ou la fait bouillir. Et vraiment, si c'est la galère, le lac n'est pas très loin non plus à pied. Côté chambre, il finit par prendre une étoile en volant un matelas et un sommier. D'ailleurs, petite anecdote, mais qui est assez significative de sa mentalité. Lorsqu'il a emprunté le matelas, il a aussi pris le sac à dos du couple à qui il appartenait. Sac à dos duquel il retirera précautionneusement les passeports de l'homme et de la femme qu'il contenait pour les ranger dans un tiroir avant de ne quand même partir avec leur matelas sous le bras. Gentleman, presque, Christopher. Si je vous parle de ça, c'est surtout parce qu'à la jouer réglo, il s'assurait aussi de ne pas trop attirer l'attention des forces de l'ordre. Oui, il volait, mais il n'abusez pas, entre gros guillemets. Et aussi, personne vraiment, même pas la police, ne se donnerait réellement les moyens de le traquer. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui juste ne s'emmerdaient pas à signaler que 2 boîtes de conserve et un paquet de chips manquaient. D'autant que des fois, certains ne s'en rendaient même pas compte, tellement ils prenaient grand soin de tout remettre à sa place en partant. Et puis, pour vous dire, ses propres parents n'ont jamais signalé sa disparition. Pour eux, il était parti vivre sa vie ailleurs sans prévenir, et tant mieux pour lui. Donc, à partir de là, rien ne semble pouvoir l'empêcher de se voir vivre ici jusqu'à la fin de sa vie. We left, we came back a couple days later and we had invited my family over for dinner. And when we got here,
the food was gone. Et ça va durer des décennies. Et vous voulez savoir le truc le plus cocasse? C'est que bien qu'il ait coupé les ponts avec notre société depuis suffisamment longtemps pour avoir rendu n'importe qui fou, il continuait malgré tout d'entretenir une habitude de ses homologues américains, l'amour de la malbouffe. En fait, dans ce qui est alors devenu sa petite décharge personnelle, à quelques pas de son lit s'entassent paquets de Cheetos, saucisses, bière, bud, lasagne surgelée, raviolis en boîte et bien sûr les classicos macaroni au fromage. Ah les ricains, vraiment c'est... Je plaisante sur le côté palais de Doberman des Américains, mais en vrai, cette consommation de produits transformés vient pour lui d'une réflexion assez logique. En fait, s'ils ne volent que des plats emballés, c'est surtout par peur qu'on empoisonne la nourriture qu'il pique. He didn't take any baked goods. He never took anything homemade. Bah oui, si un rôdeur pille toutes les maisons d'un même coin depuis des années pour en vider les placards, certains pourraient alors penser que le meilleur moyen de s'en débarrasser serait encore de mettre du poison dedans. Style du Biozin 2 par exemple, dans un truc bien appétant en évidence, pour ceux qui ont la ref. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une stratégie originale optée par certains locaux pour protéger leur domicile a échoué. Oui, parce que d'autres personnes, elles, ont tenté une autre technique pour éloigner l'homme de la forêt de leur maison. Mettre de la nourriture dans un petit panier devant chez eux, avec un message disant « Servez-vous, mais ne forcez pas notre serrure s'il vous plaît ». Parce que ça sentait justement le piège à plein nez, Christopher n'y touchera jamais. Épaississant d'autant plus pour les gens du coin le mystère autour de ce type dans la forêt. Les seules informations que les locaux pouvaient avoir de lui, c'était ce qu'ils avaient été en mesure de déduire en recoupant les informations sur ce qu'ils avaient vu disparaître au fil des années. Ainsi, il était clair que le voleur était un homme faisant du 38 en taille de pantalon, avec une préférence pour les déodorants Axe et, sachez-le, voilà, mais qui préférait les slips aux caleçons. Alors c'est un début, mais pour tout le reste, le flou était total. Pour rester aussi longtemps insaisissable, Christopher avait quelques règles. Déjà, il s'était confectionné un vrai petit attirail de forçage de fenêtres et de portes. Tournevis, pied de biche, aucune serrure ne lui résistait. Il savait tout ouvrir en quelques minutes. Il s'était aussi obligé à n'opérer que la nuit pour rester le plus furtif possible, dans les ténèbres les plus épais. Une simple lampe torche avec une chaîne de métal autour du cou pour n'éclairer que le sol, mais jamais son visage lorsque l'obscurité était trop envahissante. Il restait aussi régulièrement plusieurs heures en observation autour de ses habitations cibles pour s'assurer que personne ne viendrait le déranger. Enfin, pour rester intraçable, il faisait bien attention à ne mettre les pieds que sur les roches et les racines d'arbres. Personne ne devait pouvoir remonter sa piste. C'est d'ailleurs pour la même raison qu'il se calme un peu les hivers. La neige marque trop, alors là où en général chaque sortie lui permet de tenir une quinzaine de jours, lorsque l'hiver arrive, comme les animaux, il anticipe et fait du stock. Il vole des vêtements chauds, des sacs de couchage et des bouteilles de gaz pour faire fondre la neige autour de son campement pour ne pas avoir à se déplacer lorsqu'elle tapisse le sol forestier. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui par la suite va faire halluciner pas mal de monde. Qu'il ait traversé autant d'hivers. Dans le Maine, les températures hivernales nocturnes ont vite fait de te créer des engelures ou de te faire perdre des doigts. Alors, pour lutter lorsque le mercure affiche des températures négatives, il se couche tôt et se réveille au milieu de la nuit, vers 2h du matin quand la température est la plus froide pour marcher un peu et ne pas congeler sur place. Ça l'a pas empêché de flirter plusieurs fois avec la mort, mais sans jamais réellement passer de l'autre côté. Dans ses autres réflexes de véritable fantôme, il échange systématiquement les bouteilles de gaz pleines qu'il vole par des identiques qu'il a vidées pour laisser planer le doute que ce soit un défaut qui les ait consumées. Et puisqu'on parle d'énergie, il a aussi volé tout un tas de batteries. Pourquoi faire, me direz-vous ? Bah, entre autres, pour alimenter sa télé Panasonic volée, elle-même reliée à une antenne fixée au sommet d'un arbre pour capter la télévision. C'est assez fou parce qu'il avait aussi mis la main sur des consoles de jeux. Des vieilles d'ailleurs de préférence parce qu'il ne voulait pas potentiellement ruiner le nouveau cadeau d'un enfant. Toujours est-il qu'il a saigné Tetris, Pokémon et Dig Dug sur Game Boy. Et puis, quand l'électricité manquait, parce que ça arrivait quand même souvent, il avait aussi tout un stock de bouquins pour s'instruire et s'occuper l'esprit. Après, on parle pas que de Camus et Tolstoï, hein. Parmi ceux qu'on a retrouvés dans son campement, il y avait aussi un bon paquet de Playboy. Petit coquin, Christopher. Et dernier détail, comme parfois tout ça peut peser lourd et que le temps est limité, pour se faciliter la vie, il avait une technique, passer par l'eau. Il empruntait des bateaux près du lac pour se faire livraison dans son lieu de villégiature qui était près de la rive, puis il fait le trajet retour pour reposer le bateau là où il l'a trouvé. Et dernière astuce de véritable ombre, pour que le bateau semble ne jamais avoir bougé, il dépose systématiquement des épines de sapin mortes dessus, comme s'il était resté immobile depuis un moment. Et comme ça, pendant des années et des années, personne n'aura réellement moyen de le trouver. On sait juste qu'une seule fois, dans les années 90, 2 randonneurs étaient tombés sur lui par hasard dans la forêt. Qu'il n'avait échangé qu'un bonjour lointain
avant qu'il ne reparte sans, a priori, n'en parler jamais à personne. Ce bonjour a probablement été son seul échange de toute son autarcie. Non, il ne s'est réellement fait prendre au piège qu'une seule fois, en dehors de celle qui l'a conduite à se faire braquer par notre garde-chasse. Avant d'en arriver à cette situation délicate, un précédent avait eu lieu. Une habitante, avec la complicité de la police, avait planqué une caméra dans un détecteur de fumée de son bungalow, suffisamment bien dissimulé pour tromper Christopher qui se fera surprendre à manger et piller le frigo. Et pour lui montrer qu'il s'était fait prendre, la propriétaire fera imprimer des screens de la caméra de surveillance et les encadrera au mur pour qu'il tombe dessus lors de son prochain passage. Sauf que, peut-être d'instinct, je sais pas, mais toujours est-il que Christopher ne passera plus jamais par là. On arrive comme ça en 2012, une année avant de se retrouver nez à nez avec notre garde-chasse. Et Christopher, qui vieillit, commence à enchaîner les erreurs. Avec les années, il est probablement devenu moins habile. D'autant qu'il y avait un souci qui avait commencé à grossir avec les années. Il était parti à l'époque avec sa paire de lunettes qui date de quand il avait 20 ans. Et forcément, sa correction avait changé avec les années, mais comme il n'avait jamais trouvé de lunettes à sa vue dans les habitations qu'il volait, il devait composer avec. Durant l'été, Christopher braque tranquillement un bungalow, en étant passé, comme à son habitude, par la fenêtre. Mais lorsqu'il monte à l'étage, fouiller s'il ne pourrait pas trouver davantage, un bruit provenant du grenier le surprend. Il n'est pas seul. Pourtant, il était certain de n'avoir vu aucune voiture garée devant la bâtisse. Et pour cause, celui qui est dans les combles n'est autre que le petit-fils du propriétaire des lieux, qui, parce que son camion était trop gros pour accéder au bungalow, s'était garé bien en amont du chemin de terre qui y conduisait. Un instant s'écoule, avant que les deux hommes comprennent respectivement qu'ils ne sont pas seuls. Lorsque l'occupant légitime des lieux, qui n'est pas armé, alors, dans le grenier, décide de tenter d'hurler un tas d'insultes pour faire fuir l'intrus. Et ça fonctionne. Christopher, craignant de tomber sur plus dérangé que lui, s'enfuit le plus rapidement possible. Dans sa fuite, il dégringole dans les escaliers, se blessant au passage, mais parvient malgré tout à disparaître avant l'arrivée de la police seulement quelques minutes après. La police, d'ailleurs, à partir des années 2010, va commencer à prendre ce qu'il se passe un peu plus au sérieux. Même si rien de vraiment grave n'a jamais eu lieu, les vols intempestifs commencent à taper sur le système de pas mal de monde, qui, en plus de perdre des trucs, en ont aussi marre de se sentir souillés dans leur intimité. Je sais pas si vous avez déjà vécu des cambriolages, même mineurs, mais il laisse souvent un vrai malaise dans leur sillage, c'est pas juste matériel. Et puis surtout, le type fait de plus en plus flipper. Faut réaliser, il est à ce stade devenu une vraie petite légende. Un mythe s'est créé autour de lui, le type qui rôde dans la forêt, vrai fantôme de Moosehead. En plus de 2 décennies et demie à errer autour du lac, avec un rythme moyen de 40 vols par an, on estime à plus d'1 millier ces cambriolages. Sincèrement, va savoir, le nombre est tellement élevé que c'est peut-être le record du plus grand nombre de vols au monde commis par une même personne. Déjà que Stéphane Brettwieser, dont on a parlé sur la chaîne avec ses 230 braquages de musées partout en Europe, c'était un vrai niveau. Et là, le rythme est encore tout autre. Et plusieurs fois, les flics lui sont passés proches, mais jamais ils n'ont véritablement mis la main dessus. Mais l'étau commence à se resserrer. Christopher, en 2013, a 47 ans. Il n'est plus aussi aiguisé et énergique qu'une vingtaine d'années auparavant. En février, il s'est même totalement fait repérer. Un pêcheur, son fils et son petit-fils tombent sur son campement. Alors là, au départ, il pense que c'est terminé, et pourtant, le trio lève les mains en l'air pour lui signifier qu'ils ne sont pas armés. Christopher va les saluer presque militairement, ce qui fait croire aux pêcheurs qu'il serait peut-être sûrement un ancien marine. Il se dit que l'ermite a ses raisons, alors de loin, toute la famille lui promet qu'ils ne révéleront jamais sa position. Et s'ils ont visiblement tenu parole, ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'à peine 2 mois plus tard, Terry Hughes mettait enfin la main sur lui. Nous revoici à notre face-à-face. Terry crie à Christopher de se mettre ventre au sol. Et si vous connaissez un peu Christopher maintenant, vous savez ce qu'il va se passer. Il coopère. Par sécurité, Terry Hughes prévient quand même une collègue à lui, Diane Vance, qui traque elle aussi l'homme depuis un moment. Et aussitôt arrivés, les deux menottent Christopher. À ce stade, ils savent pas à qui ils ont affaire. D'autant qu'ils le sachent, le type pourrait très bien être un tueur en série ou je ne sais quoi. Mais ils vont vite comprendre le profil, lorsque sur lui, ils retrouveront une boîte de Smarties, une montre, un porte-clés trèfle à 4 feuilles et de la bouffe évidemment. Les deux officiels contactent alors le directeur et le responsable de la maintenance du camp. Aussitôt la nouvelle, elle les refait. Ça fait des dizaines d'années que des clients se plaignent de nombreux vols et craignent qu'un drame n'arrive un jour. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient laissé Terry installer un système de détection de mouvement il y a quelques semaines. Mais aussitôt arrivé, le directeur remarque très vite que la montre que venait de voler Christopher est celle de son fils,
Quant à celle qu'il porte, c'est celle du responsable de la maintenance du camp qui avait disparu il y a plusieurs mois. Ils finissent tous par installer le malfaiteur dans la salle à manger, en pleine nuit, pour l'interroger. Et là, ils vont tomber des nues. Christopher joue carte sur table. Il va donner son nom, son âge, et lorsqu'on lui demande où il vit, il répond sobrement « dans les bois ». Pour les raisons précédemment citées, notamment la rudesse des hivers, ils n'en croient pas leurs oreilles. Enfin, lorsqu'il demande à Christopher depuis combien de temps il y vit, s'il n'a pas vraiment d'idée précise, il répond simplement qu'il est parti l'année de la catastrophe de Tchernobyl, alors qu'il avait 20 ans. Ils vérifient alors sur leur téléphone et font vite le calcul. Christopher a passé les dernières 27 années à rôder dans cette forêt, coupé de tout lien social, en ermite. Il reconnaît aussi tous les vols, explique qu'avec le temps, il avait aussi réussi à mettre la main sur de nombreux doubles de clés de nombreux lieux aux alentours, dont d'ailleurs les cuisines du camp où il vient de se faire prendre. Les gardes forestiers vont alors aussitôt contacter les policiers de garde du coin. Christopher n'a pas de casier judiciaire et n'est sur aucun fichier de disparu. Le gars est un fantôme. Un fantôme qui, pour la première fois depuis 27 ans, passera cette nuit-là avec un toit sur la tête, en détention. We are learning more tonight about the man who lived in complete isolation in the Maine woods for nearly 30 years. Dans les jours qui viennent, l'information se répand comme une traînée de poudre partout dans le Maine. Des musiciens font des chansons à son propos, la légende s'écrit toute seule. Et avec elle, viennent les doutes. Certains s'interrogent. En 27 ans, il n'est jamais tombé malade. Pas un seul animal sauvage qui aurait pu lui nuire. Après tout, la région grouille de pumas et d'ours. Lui expliquera que les animaux sauvages avaient tendance à fuir la présence humaine et ne l'approchaient pas. Quant aux maladies, son isolement l'aurait préservé de tout ce que la société répand. Et puis, d'autres l'ont simplement suspecté d'être fou. Et la police va creuser cette hypothèse. Dans son dossier judiciaire, l'État a acté que s'il était en pleine possession de ses moyens, l'expert en charge du dossier a aussi suggéré 3 diagnostics additionnels. Dépression, trouble schizoïde de la personnalité et ou syndrome d'Asperger. Il est passé devant le tribunal qui le condamnera à une détention de 7 mois et une amende d'un équivalent de 2000 €. C'est effectivement particulièrement peu pour plus de 1000 vols. Mais la justice a tenu à être clémente pour ce profil atypique. C'est durant cette détention qu'il racontera son histoire durant 9 entretiens d'1 heure chacun au journaliste américain Michael Finkel, qui lui en fera un livre, Le Dernier Ermite, qui a beaucoup servi pour cette vidéo. Et même lui, en passant 9 heures avec Christopher, n'a pas réellement réussi à mettre le doigt sur les motivations de l'ermite. À croire que le principal concerné ne sait lui-même pas réellement ce qui l'a poussé dans cette forêt. Enfin, une fois libéré, Christopher a été obligé de pointer chaque matin pendant 1 an au commissariat local et de vivre chez sa mère. Son père, lui ayant succombé en 2001, en ignorant tout de ce qu'était devenu son fils. Aujourd'hui, Christopher est toujours en vie et se tient à l'écart des médias. Il a trouvé du travail dans une entreprise de ferraillage et s'est réinséré comme il pouvait dans la société américaine. Il aurait même une petite copine. En bref, si vous le croisiez aujourd'hui dans la rue, vous constateriez que sa sociabilité est on ne peut plus classique. Sa manière de vivre ne paraîtrait jamais inédite, alors que cet homme a pendant 30 ans créé la légende du dernier ermite. Nobody'd seen his face in 27 years since that day in 86 when he up and disappeared.